Dans le cadre de la collaboration entre Kemet Télévision et The Pondy Foundation, nous vous emmenons au cœur d'une réflexion majeure pour l'avenir du continent. Au siège de la Fondation, une conférence de haut niveau s'est tenue autour d'une question essentielle: le rôle des jeunes dans la transformation de l'Afrique au XXIe siècle. Animé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, invité principal, la rencontre a également réuni plusieurs intervenants engagés, parmi lesquels Boris Kwekam, Simon Patrice Minko, Ndior Edi Momene, Lionel Biandieu et Ivana Beseke. Au fil des échanges, plusieurs axes majeurs ont été abordés: la responsabilité de la jeunesse, les défis structurels du continent, mais aussi l'importance croissante des outils contemporains, notamment l'intelligence artificielle, dans les dynamiques de transformation. Une réflexion riche, plurielle et tournée vers l'avenir. Nous vous invitons maintenant à suivre cette conférence dans son intégralité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers jeunes, et un peu moins jeunes, mais je crois que 90% de celles et ceux qui sont là sont des jeunes. Je voudrais d'abord vous remercier, à commencer par les panélistes qui sont autour de moi, et en même temps que vous adresser toute ma gratitude, parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Donc, le 18 avril, le jour où nous avons la chance d'inaugurer officiellement la Pondy Foundation, correspond en fait à une journée mémorable. Je vous remercie d'être là parce qu'il n'a pas été facile de naviguer à travers la ville avec toutes les difficultés que cela comporte. Mon propos est divisé en 3 parties et je serai assez bref. La première, c'est de dire rapidement quelle est la philosophie et quelle est la raison d'être de la Pondy Foundation. Est-ce une fondation de plus? Est-ce une fondation de trop? Est-ce une fondation juste pour amuser la galerie? En fait, ce sera mon premier point. Deuxièmement, je parlerai du rôle des jeunes, et en particulier en Afrique, où cette jeunesse constitue la majorité démographique, donc la majorité pour opérer la transformation du continent de façon critique, parce elle constitue la masse critique du changement. Il n'y a aucun continent au monde qui a la configuration démographique dont peut se prévaloir l'Afrique. Et donc, si jeunesse rime avec audace, rime avec la capacité de transformation, nous devrions aujourd'hui occuper les premières places en termes de transformation. Et en dernier lieu, je voudrais inviter, ce sera ma dernière partie de mon propos, tous ces jeunes chefs d'entreprise qui sont là, de s'adresser à vous et également de dire ce qu'ils pensent de cette notion de la transformation de l'Afrique à partir d'une classe d'âge qui est majoritaire, qui est la jeunesse. Commençons donc par le premier point, qui est: qu'est-ce que la fondation qui s'appelle The Pondy Foundation? Son nom est en anglais parce qu'elle a été conçue loin du Cameroun. C'était plutôt aux États-Unis et en Angleterre. Et son officialisation est avec ce nom-là. Donc si on dit la fondation Pondy, ça n'existe pas sur le plan du droit. Il faut bien le comprendre. C'est une spécificité juridique, donc c'est The Pondy Foundation. Alors, qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à penser que c'est nécessaire? Pour avoir fait près de 40 ans dans le monde de l'académie, de l'université, et aussi je suis l'un de ceux qui aiment beaucoup aller dans les lycées. Parce que je pense que c'est entre 16 ans et 18 ans que se décide peut-être une carrière. Et
c'est à ce moment-là qu'il faut surtout parler aux jeunes. Quand ils sont indécis, ou bien quand ils veulent faire du mimétisme. Je choisis tel profil parce que mon grand frère, parce que mon père, parce que ma mère est dans cette profession. Non. Et il faut leur parler de manière à les décider à faire ce qui les intéresse, eux ou elles. Donc, quand on regarde la marche du monde aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Et c'est l'une des grandes erreurs que nous commettons en tant qu'Africains. On s'aperçoit que le narratif selon lequel l'Afrique n'a rien produit, l'Afrique n'a rien inventé, l'Afrique est consommatrice tout simplement et non productrice. Ce narratif-là est celui qu'on nous répète ad vitam aeternam. Cependant, on ne peut pas être sur Terre pendant 400 000 ans. Et ceux qui sont arrivés il y a 70 000 ans ont tout inventé, ont tout créé, ont tout pensé. Ce n'est pas sur le plan chronologique, sur le plan de l'histoire, ce n'est pas possible. Où se trouve donc l'erreur? Selon moi, et je peux me tromper, c'est que nous n'avons pas pris la peine en tant qu'Africains, peut-être en partie à cause de notre tradition ancestrale, nous n'avons pas pris la peine de codifier, d'archiver, de répertorier et d'avoir des mécanismes de transmission de nos connaissances qui sont multiples et multimillénaires. Ce qui fait que, au finish, on nous fait le reproche de n'avoir rien inventé. Or, ce n'est pas possible. Toutes les difficultés humaines auxquelles nous avons eu à être confrontés ont été résolues par les premiers habitants. Lesquels premiers habitants commencent par où? Commencent par la dorsale, qui se trouve dans la vallée du Rift, c'est-à-dire du côté de l'Éthiopie et du côté du Kenya. C'est là que se trouvent les plus vieux ossements humains répertoriés par les anthropologues, etc., les ethnographes et autres. Donc, le problème que nous avons n'est pas que nous n'avons pas créé des choses, n'est pas que nous n'avons pas inventé des solutions. Le problème peut-être que nous avons, c'est que nous n'avons pas systématisé leur transmission. Comment systématise-t-on la transmission des connaissances? Et il faut donc avoir des mécanismes pour cela. Il faut avoir des codes pour archiver. Il faut avoir une datation. Il faut avoir un recours à l'histoire et à la chronologie. Et c'est donc l'une des missions majeures de la Pondy Foundation qui sera la transmission intergénérationnelle des savoirs endogènes africains. Je répète, la transmission intergénérationnelle des savoirs endogènes africains. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous utilisons pour transmettre nos connaissances? De quelle manière? Avec quel mécanisme? Et avec quelle façon de ranger et de classer ces savoirs-là? Eh bien, je vous donne un exemple simple pour illustrer mon propos. Est-ce que vous savez que le poulet DG est aujourd'hui de nationalité canadienne? Pour la bonne et simple raison que des Canadiens touristes sont venus au Cameroun, l'ont apprécié et sont allés à Genève, à l'OMPI, pour le labelliser et lui donner une nationalité. Quand on a demandé la nationalité, ils ont répondu canadienne. Et la question que je pose à chacune et à chacun d'entre vous, est-ce que nous allons laisser tout notre patrimoine se volatiliser de la sorte par désintérêt, par ignorance et quelquefois même par caprice? Parce que ce qui arrive au poulet DG va arriver demain au Mintumba, va arriver au coquille, va arriver, bon, le Ndolé déjà, je crois que c'est à l'UNESCO, etc. Donc le patrimoine de l'Afrique, qui est multimillénaire, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années, ce patrimoine peut s'envoler en fumée
Parce qu'avec les nouvelles règles de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, il suffit de quelques secondes pour que nous soyons dépossédés de notre savoir millénaire. Il est donc temps de nous réveiller. Non pas contre qui que ce soit, mais d'abord pour nous-mêmes. D'abord pour la matérialisation de la civilisation africaine et de montrer sa puissance. Deuxième exemple, je ne vais pas rester dans trop d'exemples, c'est le domaine médical. On nous dit, vous savez, la médecine africaine, elle est folklorique. Bon, quand on dit folklore encore, c'est un très mauvais mot, parce que le folklore veut dire pour nous que c'est quelque chose d'artificiel et de pas bien. Alors qu'en fait, le folklore, ça correspond à quelque chose de plus sérieux que ça. Et quand on est malade, on vous fait prendre quelques racines, quelques branches de feuilles de ceci ou cela. Mais en fait, la médecine africaine a au moins 5000 plantes médicinales. Et si vous allez en Chine, vous allez trouver qu'ils ont également une médecine chinoise. Comment savons-nous que la médecine africaine est efficace? Il suffit pour cela de prendre les chiffres, c'est tout. 1960, nous étions 250 millions d'Africains. En 1960. En 2026, nous sommes 1,4 milliard d'Africains. Et quand vous savez que sur 10 Africains qui vivent sur le continent, 7 ne mettent jamais les pieds dans une formation médicale de type occidental. Donc, si vous allez dans nos villages, vous n'allez trouver ni hôpital, ni pharmacie. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais pourtant, les gens se soignent. Et ils se soignent tous les jours. Les résultats, d'après les statistiques démographiques, sont évidents. Si cette médecine était aussi mauvaise, aussi hasardeuse, aussi dangereuse, qu'on veut bien nous le dire, la tendance serait plutôt à la baisse. C'est-à-dire que vous auriez 250 millions de Camerounais ou d'Africains en 1960 et aujourd'hui autour de peut-être 150. Là, on comprendrait qu'il y a un problème de médecine publique. La question que nous nous posons, comment pouvez-vous appliquer une médecine publique, c'est-à-dire qu'il puisse en réalité soigner le public en tournant le dos à son essence culturelle? Ce n'est pas possible. Et la Covid, en 2019, est venue répondre à cette question. Pour la première fois en Afrique, nous avons vu les Africains se tourner enfin vers leur médecine. Nous avons vu les miracles de cette médecine. Parce que je me souviens très bien que sur une grande chaîne mondiale américaine, on avait prédit quoi? La dissémination du continent africain à cause des ravages de la Covid-19. Et on avait dit que l'unité de mort en Afrique sera le million. C'est des choses que j'ai bien entendues. J'ai noté l'heure, la date et le média qui disait cela. Aujourd'hui, nous avons vu que 98% des morts sont en dehors de l'Afrique. Et l'Afrique a eu seulement 2% des morts du Covid. Les gens étaient tellement interloqués qu'ils n'en revenaient pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à systématiser ces connaissances, à les codifier et à les archiver de manière à ce que dans 50 ans, dans 100 ans, nous puissions revenir dessus avec assurance, comme l'ont fait les Chinois. Donc, c'est juste quelques exemples pour appeler les uns et les autres en général, mais la jeunesse africaine en particulier, en leur disant qu'il n'y a pas de futur pour l'Afrique, qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires. Il n'y a pas de futur pour l'Afrique quand nous nous référons pour notre futur à ce que font les autres, à ce que pensent les autres, à ce que veulent les autres. C'est une problématique qui est déjà faussée d'avance. Si vous voulez aller de l'avant,
Ce que nous devrions faire, et ça c'est mon plaidoyer à la jeunesse, c'est de regarder dans 400 000 ans d'histoire, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été bien fait, et qu'est-ce qu'on peut préserver pour le projeter dans le futur de l'Afrique. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui a eu lieu en Afrique était bien, que l'Afrique c'était un paradis terrestre. Tout ça n'est pas vrai. Il y a eu des guerres, il y a eu des animosités, il y a eu des atrocités en Afrique. Dans notre histoire africaine, c'est vrai. Mais même ces atrocités, on les a résolues selon la logique du conflit, les résolutions de conflits africains. Donc, quand vous regardez la Chine aujourd'hui, pourquoi la Chine avance? Parce qu'elle avance sur un socle culturel chinois. Sur un socle culturel chinois. Qui est le maître à penser de tout Chinois? Depuis le jardinier, depuis l'éboueur, jusqu'au président de la République chinoise, le maître à penser en Chine s'appelle Confucius. C'est Confucius qui est le maître à penser, parce qu'il a pensé la société chinoise dans une sagesse chinoise, dans une méthodologie chinoise. Et je pense que pour nous, après 66 ans, nous constatons bien qu'il y a problème quelque part. Nous n'avançons pas parce qu'on ne peut pas, comme le disait Joseph Kizerbo, dormir sur la natte des autres. Ça, c'est une citation de Joseph Kizerbo qui a donné lieu à un ouvrage. Et ce n'est qu'en 1974 que ce Joseph Kizerbo écrit pour la première fois l'histoire de l'Afrique. Parce qu'avant ça, c'était des histoires des commerçants aventuriers qui sont passés en Afrique et qui parlaient des sujets dont ils avaient une très mauvaise maîtrise. Donc, voilà un peu la raison d'être de la Pondy Foundation. C'est de dire que notre futur ne peut pas être sécurisé, ne peut pas être assuré, si nous continuons à penser que ceux qui doivent nous inspirer, c'est tout sauf nos ancêtres, sauf nos penseurs, sauf nos technologues, sauf nos scientifiques. Ça ne s'est jamais vu nulle part et je pense que ça ne se fera jamais. Nous serons donc condamnés à tourner en rond ad vitam aeternam parce qu'on n'a pas compris que le socle de toute avancée, de tout développement, c'est d'abord de compter sur soi, sans exclure les autres, mais c'est de compter d'abord sur soi-même, sur ses connaissances, sur sa capacité à résoudre ses problèmes, en compte de son vrai contexte socio-politique, économique et culturel. Voilà pourquoi je pense que nous allons inviter les jeunes que vous êtes, dans un esprit d'innovation, à apporter des solutions concrètes aux problèmes de l'Afrique, lesquels problèmes sont nombreux. Ça veut donc dire que nous avons tous beaucoup de travail, et vous encore plus, parce que le futur est le vôtre. Deuxième chose, et ça je ne serai pas très long, je voudrais juste dire que quand on parle de transformation de l'Afrique, c'est d'abord de se débarrasser des schémas qu'on nous a imposés. C'est-à-dire que l'Afrique est un lieu de consommation des biens et non de production des biens. Parce que dans la géopolitique mondiale, dans la géoculture mondiale, c'est cela qui est prévu. Et c'est pour ça que quand vous présentez des innovations et qu'elles viennent d'Afrique, le premier réflexe hors d'Afrique est de les neutraliser et de ne pas les mettre en exergue. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir 1,4 milliard de consommateurs, pas de producteurs. Regardez, nous n'avons même pas une bicyclette qui soit aujourd'hui labellisée Afrique. Je ne pense pas. Alors que quand nous étions enfants, on voyait des zéphyrs. Je ne sais pas d'où ça venait, mais on voyait des zéphyrs quand même, on montait quand même des voitures, Peugeot, etc. Mais comment se fait-il qu'en 66 ans, nous n'avons aucune voiture qui soit reconnue mondialement comme une voiture africaine à 100%. Or, nous avons des ingénieurs, nous avons des gens qui sont très avancés. Le directeur des futurs de Mercedes, pendant très longtemps, a été un Camerounais. C'est-à-dire celui qui concevait les Mercedes dans 50 ans. Un Camerounais, je dis bien. Mais comment se fait-il donc que
l'Afrique n'a pas un produit mondial. Vous prenez les Sud-Coréens. Leur produit mondial, c'est quoi? C'est Samsung. Samsung a fait le tour du monde. Vous prenez un pays comme la Suède. À l'époque, quand j'étais à l'université, ils avaient un seul produit dans tous les domaines, mais qui était un produit mondial. Vous preniez la musique, ils avaient le groupe ABBA, qui avait gagné tous les awards possibles. Vous preniez le sport, vous aviez Björn Borg, multiple champion du monde en tennis, etc. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le produit africain qui aujourd'hui est incontestablement planétaire? Je vous pose la question, moi je n'en connais pas particulièrement. Donc, ça doit cesser parce que nous sommes dans un narratif d'emprisonnement. Nous n'avons pas inventé les mots qu'on utilise pour nous décrire. On nous parle de développement. Mais le développement, on en entend parler pour la première fois en 1945. Simplement. Oui. C'est pas nous. C'est pas nous qui l'avons inventé. Le mot tiers-monde, c'est pas nous non plus. C'est en 1952 qu'on en entend parler pour la première fois. Le terme émergence, ça c'est un terme des Nations Unies, etc. Donc, nous devons créer notre propre narratif. Je terminerai, parce qu'il faut écouter la MC, je terminerai en disant que aujourd'hui, nous sommes dans une configuration favorable à l'Afrique. Ce discours que je tiens peut sembler irréaliste pour certains Africains dont le travail est de faire de l'Africa bashing. Mais quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous regardez le continent américain. C'est un continent qui est en pleine, j'allais dire, en plein tourment. Parce qu'on ne sait même plus, aujourd'hui, son chef, je parle des États-Unis, dit une chose, le lendemain, il dit exactement le contraire. Et c'est le contraire de la définition du leadership. Vous prenez l'Europe. L'Europe est aujourd'hui en plein doute. Elle ne sait même plus quelle est sa place parce qu'elle est en train de goûter de la soupe qu'elle nous a servie lors de Berlin 1884 et 1885. C'est-à-dire, on décide sans vous et pour vous. C'est ce que l'Europe est en train de subir aujourd'hui, de se plaindre, mais nous ne pouvons pas nous plaindre pour l'Europe, puisque nous en avons été les premières victimes pendant plus de 200 ans. Où aujourd'hui, il y a une certaine sérénité. On peut dire la Chine, mais surtout l'Afrique. Malgré les problèmes, c'est l'Afrique qui a encore la notion de respect de certaines valeurs immémorielles humaines. C'est ça la réalité. Et donc, arrêtons de nous plaindre. On a fermé le détroit d'Ormuz, très bien. Nous avons des producteurs de pétrole. Le problème, c'est qu'on ne raffine pas ce pétrole. C'est le moment ou jamais de le faire. De se mettre ensemble. Le Nigeria, l'Angola, la Libye, l'Algérie. Voilà les 4 pays phares qui, s'ils forment un consortium aujourd'hui, vont être en mesure d'être très riches dans les prochaines années et d'aider l'Afrique à évoluer selon ses propres termes, selon ses propres intérêts et selon ses propres visions. Voilà pourquoi il est important que vous vous impliquiez et que vous arrêtez d'attendre je ne sais trop qui, je ne sais trop quoi et je ne sais trop comment. Le moment d'agir, c'est maintenant. Nous avons une fenêtre d'opportunité et nous devons en profiter. Au lieu de nous plaindre, nous devons plutôt voir en des problèmes actuels une fenêtre d'opportunité qui peut servir l'Afrique, mais une Afrique qui est prête à agir et non pas simplement à faire de grands discours. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Our next speaker, who is, he has several caps. He has an official cap that I don't know if we are authorized to call it here, but the cap that he
he's wearing at this moment, sitting close to Professor Jean-Emmanuel Pondi, is the founder and CEO of Cameroon Digital Tank, CADIT, which of course is a collective bringing together experts and entrepreneurs, investors and other players in the digital sector with the aim of building a robust and innovative digital economy in Cameroon. Mr. Lionel Bianje, ladies and gentlemen, is going to be our next speaker. Merci, je pense que le professeur a dit d'entrée de jeu, il a planté le décor. Moi, je vais m'appesantir davantage sur le numérique. Vous savez, l'histoire du monde est drivée par des périodes cycliques de transformation de notre économie. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans la 4e et la 5e révolution industrielle. C'est l'économie numérique. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que le numérique s'appuie davantage sur une main-d'œuvre jeune. Et que l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, a 70%, voire 80% de sa population qui est jeune. Donc c'est un avantage pour nous. Maintenant, comment on fait pour transformer cet avantage en réelle opportunité, en réel fruit, en réelle performance pour chacun d'entre nous? C'est d'abord un travail de mindset. Il faut d'abord que chacun, en son âme et conscience, fasse une rétrospection et se demande: c'est quoi mon apport? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel Cameroun je veux passer à construire pour demain? Un célèbre politicien américain disait: il faut arrêter de demander ce que ton pays, l'Afrique peut faire pour nous. Ton pays. Et plutôt se dire: qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, qui est en fait notre véritable richesse. Alors moi, par rapport à l'économie numérique, c'est aujourd'hui 40 à 50% du PIB mondial. C'est 15 000 milliards de dollars. Ce que représente l'industrie numérique dans le monde. Pour revenir au Cameroun, c'est 3 à 5% du PIB. Je pense qu'on peut pleurer, mais c'est un avantage. Il faut qu'on se pose des questions. Comment participer à ce que derrière, on passe à 30-40% du PIB au niveau national, au niveau continental? Et c'est en cela que nous, un certain nombre d'acteurs de la tech digitale, on s'est réunis pour créer donc le premier think tank du numérique au Cameroun qui s'appelle donc CADIT, Cameroun Digital Tank. C'est un regroupement de Camerounais d'ici et de la diaspora dans divers domaines, que ce soit du spatial, de la crypto, de la fintech, de l'IA, du cloud, qui sont mis ensemble pour réfléchir de manière collective à comment on peut impacter, comment on peut adresser les problématiques liées à l'éclosion de l'économie numérique au Cameroun. Et je pense que c'est une manière, c'est une réponse pour nous de dire que quel est le rôle, nous en tant que jeunes, de contribuer à la transformation du Cameroun et de l'Afrique. Et c'est un exemple clair et palpable de ce que 250 jeunes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, camerounais, se sont mis ensemble pour pouvoir relever ce défi-là. Et ça, je le dis pour que ça vous encourage à demain à croire aussi en vous. Pour que ce que nous faisons soit un legacy qui vous permet d'inspirer. Et que demain, nous soyons plus ou moins 250, 1 million, 3 millions, voire 1 milliard. Un autre chiffre important par rapport à l'économie numérique, c'est que la Banque mondiale dit que l'économie numérique a un potentiel de création de 250 millions d'emplois en Afrique. 250 millions d'emplois. Il y a de quoi arrêter de régler partout au Canada. Parce que c'est ici que ça se passe. C'est vrai. Et si on ne comprend pas ça, on va rater le coche. L'intelligence artificielle, c'est une chance. Et la matière première de l'IA, c'est la donnée. Et cette donnée, c'est nous qui devons la produire. Voilà, tout à l'heure, le prof parlait du poulet DG, qui est déjà canadien. C'est parce que derrière, les données, on n'en a pas. Rien n'est archivé. Aujourd'hui, nous avons Coco. Si vous ne numérisez pas les œuvres musicales, demain, un gars en Iran dira que c'est lui qui a créé Chouamago. Bien sûr. Parce que derrière, quand on va interroger l'IA, il va aller faire requête auprès des serveurs qui sont hébergés hors notre continent, par des autres personnes qui vont écrire notre histoire. Il nous appartient à nous d'écrire notre propre histoire. Parce que demain nous appartient. N'oubliez pas,
dormait en réfléchissant et en se disant, c'est 1,4 milliard. On est le continent le plus jeune. Ça ne sert à rien de partir, tout se passe ici. Donc je vous encourage tous à se lever les consciences, à regarder de près, être attentif, éveillé. Le numérique, c'est aussi une solution, mais elle ne va pas venir à vous. Il faut que vous allez vers elle pour ensemble vous dire qu'est-ce que j'apporte pour construire le Cameroun demain, construire l'Afrique demain. Je vous remercie. So ladies and gentlemen, let us put our hands together to welcome Kopo, who of us is born Simon Patrice Nicole. Bonjour. Donc Lionel a demandé tout à l'heure que vous applaudissiez très fort en tant que jeunesse. Bon, ça c'était des applaudissements de la jeunesse politique. Hein? Comme on dit chez nous, faites du bruit. Non, je n'ai pas demandé d'applaudir, que chacun dise quelque chose. Comme vous sentez, faites du bruit. Ben voilà. Donc je vais rester, pour être prudent, sur ma chapelle. La chapelle culturelle, au niveau musical, maintenant nous avons l'afrobeat. Vous voyez, c'est l'afrobeat partout. Comme je dis souvent, parfois quelqu'un m'appelle et me dit on va boire un verre, on va encore jouer les mêmes afrobeats là. Moi je suis fatigué, tu vois. Mais c'est bien cette fatigue-là, que partout tu ailles, les capitales africaines que je fais, que tu ailles à Kigali, à Abidjan, partout, c'est les mêmes chansons depuis 3, 4, 5 ans. Si certains voyagent, ou bien si vous avez des amis qui voyagent, ils vont vous dire la même chose. Et ça, c'est une très bonne influence. Parce qu'à un moment, nous aussi, on a subi le disco, on a subi le smurf, le rap qui venait de là-bas. Non, si quelque chose peut partir de chez nous et être écouté partout dans le monde, c'est une très belle chose. On a des artistes comme Burna Boy, Davido, qui font les plus grandes scènes du monde. Et ils ne chantent pas en anglais pur, grammar, british, vous voyez, ils sont en pidgin, parfois ils disent des choses en yoruba. Les P-Square ont fait danser le monde entier ici, c'était pas de l'anglais hyper correct. Vous voyez. Donc, juste bien faire les choses, assumer son africanité, proposer au monde ce qu'on a, ce qu'on est. C'est possible que de chercher toujours à copier, à être influencé parce qu'il y a la télé, tout ça. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes américains qui font du chiffre demandent des collaborations aux artistes africains. Parce qu'ils savent qu'avec eux, ils vont faire du chiffre, ça va être streamé. Ils prennent l'avion, ils viennent, ils jouent les gars free. On voit, comment il s'appelle, notre ami de Facebook, là, Mark Zuckerberg, qui vient là, il mange avec les doigts. Non, il n'a pas de temps à perdre. Tout est froid chez eux, tout est calculé. S'il le fait, il sait pourquoi il le fait. Il sait qu'il y a un public ici, il sait qu'il y a une jeunesse ici qui peut surfer, qui peut lui apporter du chiffre. Donc, il ne faut pas qu'on se néglige, comme on dit souvent nous-mêmes. On a des choses à apporter, on a une voix qui peut porter. Sur le plan du cinéma, Nollywood, par exemple. Je me souviens, j'avais un ami nigérian, fin des années 90, début des années 2000, je me moquais de lui en disant, dis donc, vos films là, c'est abusé, dis donc. C'est vraiment n'importe quoi. Il m'avait répondu, we try our best, one day we will reach. Nous faisons ce que nous pouvons, un jour on va y arriver. Et ils y sont arrivés. Nollywood est aujourd'hui la première production mondiale de films. Ils sont peut-être pas tous de qualité, en quantité, mais de la quantité naît toujours la quantité. Toujours. Et le nombre de fois où Hollywood va s'inspirer d'une histoire de Nollywood, ils ne vont jamais reconnaître. Vous verrez toujours un scénario qui ressemble à... J'ai l'impression d'avoir vu déjà ça dans un film. J'ai l'impression d'avoir vu ça dans Hollywood et compagnie. Ils proposent, ils osent, comme disait notre chef d'État ici. Toujours oser proposer. Ils sont à... j'ai noté 2000... Attendez, l'homme n'étant rien sans son bord. Voilà, j'ai noté 2599 000 films par an. Non, 2599 films, autant pour moi, par an. Si on veut se perdre à faire un film par mois, on est dans les 250, 240 films par mois. Si on va par semaine, on est dans les... C'est pas, je vais dire quoi, 7 films par semaine. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, ils proposent, et ça fait qu'il y a un impact plus tard parce que les acteurs sont bien rémunérés, il y a une économie, ça fait tourner. Personne ne rêve plus d'aller vendre son talent ailleurs, pourtant, il y a de quoi faire, il y a des paysages pour ça. Les paysages naturels que certains fabriquent à Hollywood, on les a naturellement ici. Nos histoires, nos contes, notre culture qui sont dans des histoires, on peut les raconter nous-mêmes avec notre propre réalité. À un moment, on nous imposait des scénarios pour que tu attrapes
une subvention, un accompagnement d'un organisme international, toi en tant que producteur, réalisateur africain, il fallait raconter l'Afrique telle que eux, ils voulaient la voir. Et cette Afrique, ils voulaient la voir pauvre, dans la maladie, dans la sécheresse, dans l'excision, le mariage forcé. C'était les thématiques là. Tu faisais ça, tu avais ton accompagnement, tu avais ta subvention. Non. Nollywood a dit non. Il y a des grandes maisons, des grandes villas, tout ça, des grandes voitures avec des histoires d'amour qui n'ont pas marché. C'est notre histoire parce que l'Africain n'est plus que ça. Nous sommes à Yaoundé là. Qui ici est en contact avec les histoires du village 24/24? Non. Ici, nous avons des problèmes de Yango, de téléphone, de connexion. Nous commandons aussi à manger comme eux, ils commandent des pizzas. Vous voyez? Donc c'est cette Afrique-là qu'on peut raconter de manière fidèle, pas en nous déracinant, mais en étant ce que nous sommes ouverts au monde et ambitieux. L'autre pan, c'est la mode et le style. Que ce soit de manière un peu péjorative ou moquée, mais quand on dit République démocratique du Congo, à quoi vous pensez? À la SAP, qui veut dire Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Vous voyez? Donc le gars, il ne se soucie pas d'avoir les meilleurs diplômes, d'avoir le meilleur emploi. Est-ce qu'il est bien habillé? Il vient défier les créateurs occidentaux sur leur propre marque, l'agencement de couleurs. Il le fait avec une telle fierté. Bon, moi, j'aurais aimé qu'il le fasse avec nos obômes, nos tissus, tout ce que vous imaginez. Mais au moins, bon, ça tue du monde. C'est très souvent moqué, malheureusement. Mais c'est déjà quelque chose de s'affirmer en disant je peux bien me mettre. J'espère qu'un jour, la société des ambianceurs et des personnes élégantes le fera avec nos matériaux. Là, je serai à 100% d'accord avec eux. Pour le moment, c'est des gars qui te disent ouais, Weston, 2000 €, tac, 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 est-ce que tu as vu ceci a fait cela? Tu vois, le mec, on appelle ça quoi? Les RMI, les ascétiques. Il vit des allocations alimentaires, il est au chômage, mais il se vante d'avoir 16 000 € sur lui. C'est pas très sérieux du tout. Cette Afrique-là, bon, je pense qu'elle a le droit d'être moquée, mais au moins, il y a ce style-là qui est mis en avant. Vous voyez un artiste comme Burna Boy, qui fait les meilleures salles du monde. Il a 9,5 milliards de streaming aujourd'hui, parce qu'il y a des outils qu'il faut saisir. Il y a des outils qu'il faut saisir, par lesquels il faut communiquer, parce qu'il est possible de séduire dessus. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Lionel ou la dame qui disait Copo, Cap Franglais, et elle disait il y a quelque chose qu'on nous a volé. Donc, on m'a volé Copo, parce que j'ai dormi l'esprit, comme on dit. En 2004, quand je suis arrivé, Copo, j'étais seul, à ma connaissance. Maintenant, nous sommes 4. Il y a Copo, un rappeur portoricain, là, il me sort de partout, là, les jours comme ça, là. Ça s'écrit de la même façon que mon Copo. Il y a Copo qui est un art, le dit tout, un art comme ça, je sais pas, un art martial. Mais surtout, il y a Copo qui est une marque de montre française. Et ça s'écrit K-O-P-P-O. Comme mon Copo. C'est-à-dire, on a essayé, mon équipe et moi, de les contacter en disant, voilà, je vais être leur ambassadeur. Après, mon équipe me dit, vraiment, toi aussi, tu dois avoir un commun. C'est eux qui devraient être poursuivis en justice parce qu'ils ont copié ton nom, ta façon de l'écrire. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être leur ambassadeur. Si vous tapez sur Google, là, vous avez des téléphones, voilà. Les montres Copo. C'est incroyable. Montre de marque française K-O-P-P-O, comme mon Copo. Alors que j'ai l'OAP ici à Loncac, mais je passe là-bas tous les jours. Vous voyez? Donc, bon, le professeur vient de me souffler que je peux les poursuivre. Pour fromage, ça. Donc, il y a plein de choses qu'on fait, qu'on néglige. Il faut toujours protéger. On ne sait pas où ça peut aller. Elle parlait tout à l'heure de Shakira qui a voulu voler à Mondo Vision. Quelque chose que nous connaissions tous. Je me baladais à Health Something Like You know, Waka, on connaît la chanson là. Dieu merci, les choses étaient déjà digitalisées, numérisées. On a pu retracer Taf, elle a perdu le procès. Voilà, ça a doré la retraite de tous nous aider là, tant mieux. Mais c'est une grosse leçon. Manu Dibangouma et Kedjason, vous connaissez l'histoire. Donc parfois vous faites des choses, vous vous dites personne ne nous écoute, c'est faux. Surtout en ce moment où, avec les outils, les NTIC, les formations, l'image, le son va très vite. À des endroits où vous ne pouvez même pas imaginer. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été volées à l'Afrique. Aujourd'hui, je vois le Ndop, par exemple. J'espère qu'on va encadrer le Ndop. Je le vois déjà dans certains grands défilés à l'international et tout. Je me dis,
Même le, voilà, j'espère qu'ils ont labellisé. Vous voyez la tenue que le pape a portée à Bamenda. Imaginez, c'est énorme. C'est une pub qui n'a pas de nom. Le pape nous a fait de la pub. Hein? Donc il y a plein de choses comme ça. On ne devrait pas blaguer avec. Même sur le plan national, entre nous, il y a un soft power qui peut être influencé. Moi, il y a quelques années, je savais que le plat ambassadeur du Cameroun, c'était le ndolé. À moins que je me trompe. Vous allez prendre tous les guides touristiques quand vous venez au Cameroun, tout ce qui vient te dire « Ah, je vais manger le ndolé, on m'a parlé du ndolé. » Bon, peut-être que le mako, ça y est pour quelque chose. Je vais manger le ndolé, tout ça. Mais il y a un bonhomme qui s'est levé tous les dimanches, maintenant il dit que c'est dimanche tarot, et tout le monde l'a copié. Et vous avez l'impression depuis 5 ans que le plat numéro 1 au Cameroun, c'est le tarot. Parce que ça communique, parce que ça poste, parce que ça envahit la toile, les gens en parlent, les gens prennent des rendez-vous, je vais manger au tarot, même celui qui n'en a jamais goûté, je vais aller plus loin. Même le pire tribaliste, il est obligé de manger au tarot. Vous voyez? Et on a plein de choses comme ça qu'on met en avant. On a la chance, nous, par exemple, d'avoir une gastronomie hyper variée. J'étais en Côte d'Ivoire lors de la carte. Non, il faut un truc de bouillie, ils n'ont pas grand-chose. Ah, sauce graine, on appelle ça chez nous les boules, on fait un souk. C'est la sauce de noix. C'est pas fameux. Après, on joue au restaurant, on me dit, ouais, copain, on va te faire goûter le plat préféré du président, au fait, je goûte là. C'est la sauce pistache là, avec un peu de citron. On dit, mais c'est genre, venez au Cameroun manger. Vous voyez? Donc, on a plein de choses qu'on doit protéger, qu'on doit mettre en avant et qui peuvent être économiquement rentables. Vous voyez? Donc, c'est à nous, c'est à vous. Le professeur Messi, j'allais tout à l'heure pour me vendre, tu as 50 ans, oui, vous voyez, moi je suis plus jeune. Hein. Donc, c'est vous qui êtes là, c'est à vous de sentir les choses, de les mettre en avant, de surtout les capitaliser pour que ça produise de l'argent. Sinon, comme il disait tout à l'heure, on va les nous arracher comme les montres qu'on possède sont déjà mises là, moi, mais je suis derrière. Pourtant, moi, je suis né en 2004. Et je vous dis que la montre qu'on possède n'a pas 10 ans. Parfois, il m'arrive moi-même d'aller faire un tour sur Google pour voir qu'est-ce qu'on dit de moi. Un jour, je tape Google Copo, je vois la montre. Marque de montre française, j'ai tombé des nues. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a une Afrique qui se réveille, pas que politiquement. Il y a plein de choses à faire sur le plan culturel. Il y a des outils maintenant. Il y a tous les organismes qui encadrent la propriété intellectuelle, les droits d'auteur et tout. Juste faire les choses comme il se doit. Et puis voilà quoi, le monde s'offre à nous. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Let's welcome our next speaker. Are we within the time range? Yes, we are within the time range. We are not going to spend more than 1 minute in this hall. So our next speaker, when he came, I called him by name immediately because we didn't say we know each other. He is Boris Landi-Koueka. He is the president of Intelligence Artificielle Cameroun, which is a non-governmental organization recognized by the state, very important. And its main mission is to bring together and collaborate with various stakeholders in the artificial intelligence ecosystem, both in Cameroon and internationally, with the aim of raising awareness and stimulating development. I think we can clap for him. Bonjour à tout le monde. Professeur, merci beaucoup pour votre invitation. Parce que je me rappelle que l'année passée, nous avons échangé, vous aviez un projet pareil. Donc je suis très heureux de savoir qu'en moins d'un an, vous avez réussi à l'implémenter. Donc félicitations au professeur, s'il vous plaît. Non. Alors, c'est aussi très difficile de parler après ces aînés. Je vois mon président qui est là, le président du CADIT, très heureux aussi. Alors, tout à l'heure, Coupe nous a parlé du fait que sensiblement, il y a une montre là qui porte son nom. Et j'essayais de souffler que peut-être c'est un Camerounais qui a réussi à faire ça au niveau de la France. Parce que nous, ici au Cameroun, il y a cela quelques jours, nous avons eu la malchance de voir qu'il y avait un aîné. Bon, il parle de sabotage, mais il y a un aîné qui a lancé un projet, ou qui voulait lancer un projet sensiblement pareil au nôtre. Notre événement s'appelle les Journées camerounaises d'intelligence artificielle, ça s'organise chaque 2 ans. La deuxième édition a eu lieu en avril 2025. Et donc, il y a donc un document qui me parvient de l'UNESCO, et dans ce document, il y a les Journées de l'intelligence artificielle au Cameroun.
Et ça devait être organisé le mois prochain. Donc nous avons immédiatement bloqué cela. Bon, l'aîné parle de sabotage, que forcément c'est quelqu'un d'externe qui a voulu faire cela. Mais je vous cite un peu cela pour vous faire comprendre que, en réalité, dans notre contexte, quand vous avez un bon projet, ne soyez pas surpris que demain vous ayez de Ponda Foundation qui va naître quelque part. Donc vraiment, c'est une réalité locale. Maintenant, je vais faire une sorte de digression. Il y a le pape qui est venu, n'est-ce pas? Il est parti aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte de ce que, en moins de 4 jours, moi j'ai vu qu'en 4 jours on pourrait faire une route. C'est incroyable. En 4 jours au Cameroun, on peut faire la route. Et parfois même, ce sont même des Camerounais qui pouvaient faire cette route-là. Et vous allez vous rendre compte que, parce que le pape est venu au Cameroun, il y a une sorte de développement qui a suivi. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un pape de l'IA qui va venir faire en sorte que le jour qu'il arrive au Cameroun, peut-être il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce domaine-là au Cameroun. Mais Dieu merci, on a le pape qui est là, qui aujourd'hui, avec tout ce qu'il est en train de faire, va pouvoir pousser vraiment à mettre les compétences africaines au devant de la scène. Donc, professeur, félicitations encore. Alors, moi, j'ai pris la peine de rapidement noter 2 ou 3 trucs sur mon carnet. Et la première question, c'était, est-ce que nous faisons au Cameroun de l'intelligence artificielle? C'est une question qui semble être très banale, mais est-ce que vous pensez que nous faisons de l'IA au Cameroun? Ceux qui pensent que c'est une réalité, levez les mains rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on fait de l'IA au Cameroun? Une seule personne, 2 personnes, même la dame de Haïti, si tu ne mets pas les mains en l'air. Est-ce qu'on fait de l'IA au Cameroun? Levez les mains, s'il vous plaît. Justement, à peine 10 personnes. Parce que vous ne savez pas que chaque jour vous utilisez de l'IA, mais sauf que, est-ce que vous utilisez de l'IA camerounaise? Lors des journées camerounaises d'intelligence artificielle, nous avons lancé les Cameroun Artificial Intelligence Awards. Et on s'est rendu compte, moi-même j'étais surpris, qu'il y a plus de 100 Camerounais qui ont des projets dans divers domaines liés à l'intelligence artificielle au Cameroun. Mais dans notre organisation, nous avons une centaine de membres. Nous avions une centaine de membres. Mais seulement entre 2023 et aujourd'hui, 40% de ces membres sont en France, au Canada, en Allemagne, en Australie, et ils ne vont plus revenir. Et j'étais très surpris que lors de la visite du pape, on nous disait qu'en Europe, il y a même des chapelles qui ont été transformées en appartements. Tellement les gens ne vont plus à l'église, tellement le christianisme commence à disparaître. Mais non, sauf que ces Camerounais-là travaillent sur des projets, et ces projets-là arrivent au Cameroun, mais on a l'impression que c'est généralement des étrangers qui sont derrière ces projets. Mais pourtant, ce sont des Camerounais qui sont là à 100%. Et moi, je vais parler d'un autre membre du CADIC qui s'appelle M. Ekambi Alain. Il a un projet de réseau social africain. Il a même lancé un autre projet, Taramoni. Mais combien de personnes soutiennent? Et je pense que Dikalo est en train de disparaître complètement. Pourtant, c'est un Camerounais qui a fait ses études à l'étranger, qui est revenu au Cameroun, qui a voulu investir. Mais vous pensez que ce genre de personnes ne regrettent pas d'être venues au Cameroun ou d'être revenues au Cameroun? Pourtant, là-bas, à l'étranger, on se pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on est prophète chez soi? Est-ce qu'on est valorisé dans notre contexte? Est-ce que les gens partent parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun? Ceux qui sont dans cette salle, qui va partir? Bon, sur les personnes qui vont partir, qui va revenir? Parce que vous avez l'impression que votre talent ici au Cameroun n'est pas valorisé. Et donc c'est une réalité. Maintenant, parlons maintenant de la difficulté qu'ont ces jeunes à réaliser des projets. Vous avez un projet, vous allez voir un aîné, c'est cet aîné-là, dans 2-3 mois, vous voyez que cet aîné-là a récupéré votre projet et il communique sur votre projet mieux que vous parce qu'il a des financements. Vous imaginez les frustrations. Vous avez un projet, vous allez vous rendre compte que parfois même, vous ne pouvez pas entraîner des modèles localement. Parce que soit Eneo a dérangé. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de... Parce que nous sommes en ligne, hein. Moi je suis le plus jeune ici. Oui, et parfois même, quand Eneo marche, vous avez vu ce qui s'est passé à la TV récemment.
Internet, on commence à dire Internet est monté, Internet est descendu. Il y a une réalité, Internet ne passe pas parfois, mais parfois ça passe. Mais pour nous qui utilisons par exemple la fibre optique, nous sommes à l'aise quand on utilise Internet. Parfois, mais parfois ça dérange. Mais imaginez les personnes qui partagent les connexions entre elles. Comment est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez entraîner un modèle avec quel type de connexion et tout ce qui va avec. Donc ce sont ce genre de réalités. Maintenant, autre chose, vraiment désolé si je suis un peu lent, vous allez vous rendre compte que vous allez dans une entreprise. Vous dites que vous êtes formé, vous êtes formé en deep learning, en machine learning et tout. On vous dit j'ai besoin de quelqu'un qui va me construire le site internet, qui va m'administrer le site internet. Vous avez fait 5, 6 ans d'école, 7 ans d'école pour devenir ingénieur en informatique. On vous dit, on veut juste quelqu'un qui va administrer le site internet, c'est-à-dire poster les articles, changer les photos et tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'un Camerounais dans ce contexte-là va rester? Ça, c'est une autre préoccupation. Donc, ça me permet donc de dire ici que nos parents ont raté la migration vers l'adoption d'Internet. Notre génération ne doit pas rater la migration vers l'adoption de quoi? De l'intelligence artificielle. Quand je dis Internet, justement, je parle de tout ça. Moi, je suis même surpris, très surpris à chaque fois que ma grand-mère me fait un texto sur WhatsApp, jusqu'à elle me fait le voice, elle écrit le français. Je suis très surpris. Parce que justement, je sais que ce n'est pas de l'heure. Quand ça arrivait, qui a connu les cybercafés ici, s'il vous plaît? Les cybercafés. Les cybercafés ont complètement disparu. Mais il y a une jeune génération qui ne savent même pas ce que c'est qu'un cybercafé. Maintenant, imaginez que dans notre contexte, est-ce que vous pouvez percevoir l'impact que ça a eu quand nos parents n'ont pas pu migrer vers l'adoption de l'informatique ou l'adoption de l'Internet? L'impact là suit notre génération jusqu'à aujourd'hui. Et on a donc le problème de quoi? Le président l'a dit tout à l'heure, le problème de la digitalisation de la donnée. La donnée n'est pas disponible. La donnée africaine, la donnée camerounaise n'est pas disponible. Et même quand elle est disponible, elle est censurée. Si par exemple, qui utilise FaceApp, qui utilise les filtres, regardez les filtres que vous utilisez ou alors les applications. Il y a des personnes qui se filment au Cameroun et ils mettent un fond quoi? À Paris. Désolé, n'est-ce pas? Et autre chose, prenons un exemple simple. Je veux avoir une plateforme. Est-ce qu'au Cameroun, il y a une plateforme qui permet, par exemple, de naviguer autour des cheveux, des tresses africaines, c'est-à-dire des coiffures africaines? C'est-à-dire, je prends une photo de moi et je zappe là pour voir quelle est la coiffure que je vais faire demain. Autre chose, quand vous demandez généralement à une intelligence artificielle de vous générer une image d'une africaine, généralement l'image sort comment? Avec la perruque. S'ils sont trop gentils, ils vont laisser les... On appelle ça quoi? Les passe-mèches ou les nattes. S'ils sont trop gentils. Mais généralement, la femme africaine sera comment? Elle sera soit grasse, soit avec une grosse poitrine, avec les grosses fesses et tout ce qui va avec. Parce que justement, la problématique de la donnée n'est pas prise en considération. Il y a aussi des visuels. Vous avez vu ces derniers temps, il y a des visuels générés par l'IA. Vous avez vu ça? Des visuels qui sont dorés, un genre. C'est-à-dire, il y a des Camerounais, justement, qui vont mettre sur pied des applications pour ces coiffures africaines, qui vont mettre sur pied des applications, justement, pour générer des visuels. Mais combien de Camerounais vont utiliser ces applications parce que c'est payant? Pourtant, ailleurs, c'est comment? C'est gratuit. Donc, si un Camerounais a réussi à mettre sur pied une application qui permet de gérer ses coiffures africaines, qui permet justement de générer des visuels qui sont tropicalisés, qui sont contextuels, combien de personnes sont prêtes à payer pour utiliser ces visuels-là? Donc voilà les défis. Aujourd'hui, il est difficile pour un jeune justement de penser qu'il peut avoir un revenu. Et c'est pour ça qu'on se pose souvent la question de savoir, est-ce que mon projet doit être un projet social ou alors doit être un projet qui génère des revenus? Est-ce que le projet d'intelligence artificielle doit être un projet qui répond à un problème social ou alors c'est un projet qui doit avoir un business plan qui est capable de générer des revenus à la fin? Parce que généralement, dans notre contexte, la plupart des personnes ne sont pas prêtes pour faire comment? Pour payer, pour avoir accès à un service. Imaginez qu'on dise par exemple que Facebook est devenu payant aujourd'hui.
Bye bye, n'est-ce pas? C'est notre réalité. Donc, et pour finir sur ces exemples-là, il y a aussi une autre application qui vient d'arriver qui s'appelle Sono, bon, qui arrive un peu plus depuis. Et on utilise ça aujourd'hui pour faire quoi? Pour faire de la musique. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on utilise comme application d'intelligence artificielle est importé. Mais chaque fois qu'un jeune Camerounais va vouloir mettre sur pied une solution d'intelligence artificielle, soit on va voler son projet, soit il n'y aura pas de business model derrière ce projet, soit tout simplement, on ne va pas l'utiliser parce qu'on suppose que c'est créé par un Camerounais. Et pour presque finir dans ce sens-là, on a une réalité où il y a une administration ou alors une organisation qui voulait qu'on mette sur pied un logiciel qui permettait justement de détecter la fraude. Les Camerounais même refusaient que ce soit nous Camerounais ou notre organisation qui travaillons sur ce projet. Ils voulaient que ce soit importé. Et quand on a réussi à implémenter ce projet, que ce projet fonctionnait tellement bien, on s'est rendu compte qu'en réalité, on avait des problèmes d'accès à la donnée parce que justement, ces personnes-là savaient que si c'est numérisé, si on réussit à détecter de la fraude, c'est fermé. Ils ne peuvent plus rien faire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si on réussit à détecter de la fraude, il y a des personnes qui vont donc réussir à perdre de l'argent. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il y a une réticence à l'adoption de l'intelligence artificielle pour résoudre un certain nombre de problèmes, justement à cause de nos réalités. Et maintenant, je vais finir en disant, il y a un certain nombre de réalités au Cameroun. Vous allez vous rendre compte de ce que, quand on utilise des téléphones, c'est généralement quelle marque? Non. Combien de personnes ont un iPhone dans cette salle? Oui. C'est Techno. Voilà. Maintenant, les Techno, les Itel, ce sont les qui les utilisent? Et autre chose, même les iPhones, il faut savoir quelle est la capacité. Parce qu'il y a les iPhones qui sont fabriqués où? Non, en Chine. Généralement, c'est de là que ça vient. Mais il y a des iPhones qui sont, on appelle ça quoi, de good fake ou de fake good, tout ce qui va avec. Par exemple, imaginez que vous devez collecter de la donnée dans notre contexte. Vous voulez, par exemple, collecter de la donnée de votre village. C'est-à-dire, prenons le tam-tam, par exemple. Vous voulez générer de la donnée autour de cela. Si vous prenez une image avec votre Techno, votre Itel, et vous le prenez avec un iPhone de qualité, vous voyez déjà qu'il y a une différence de quoi? En termes de quoi? De collecte, de la nature de la donnée. Et autre chose, pour vous faire comprendre cela, dans nos ministères, quand vous entrez dans nos administrations et tout, n'est-ce pas, les logiciels comme Microsoft et tout sont des logiciels obsolètes. Généralement, ce sont des logiciels quoi? Craqués. Comment est-ce que dans notre contexte, on va générer et traiter de la donnée? Ce sont des réalités contextuelles. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays qui interdisent l'importation de la seconde main, troisième main et tout ce qui va avec, parce que justement, ils ont eu la compréhension de ce que l'environnement, puisqu'il a dit tout à l'heure, l'IA c'est quoi? C'est la donnée. Dans les hôpitaux, si vous voulez faire, une solution d'intelligence artificielle qui fait quoi? Qui fait la détection des cancers, il vous faut bien quoi? Non, pas des financements. La donnée primaire sera quoi? Ça dit les radiographies. Mais maintenant, combien d'hôpitaux au Cameroun préservent justement ces radiographies-là? Et combien d'hôpitaux sont prêts à vous donner ces radiographies-là pour être capables de générer des solutions d'intelligence artificielle? Et quand vous leur parlez même d'intelligence artificielle, ils sont complètement réticents. Donc, je dis cela pour vous faire comprendre que malgré ce contexte difficile, toutes les personnes qui partent en Europe, moi, nous sommes juste voisins ici, j'ai accueilli dernièrement, juste ça fait seulement cette année, pratiquement 3 personnes qui étaient basées en Europe qui sont revenues complètement au Cameroun. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien de nouveau à créer en Europe. Parce que la réponse aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, c'est de créer des solutions quoi? Contextuelles, tropicalisées. Maintenant, sauf que quand ils veulent justement faire cela, ils sont arrêtés à toutes les difficultés que je viens de citer. Donc c'est une réalité que nous devons transcender. C'est une réalité que nous devons essayer de trespasser. Et c'est notre contexte. Et je vais finir par là. Il y a une situation où il y a un ministre, c'est nous qui lui apprenions comment est-ce qu'on va... C'est quoi même l'intelligence artificielle? À quoi ça sert? Comment est-ce que ça va l'aider? Comment est-ce que ça peut aider ceci? Comment est-ce que ça peut... Et je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien en termes de vulgarisation des politiques autour de l'IA.
Mais nous avons besoin d'un pape de l'IA. Nous avons besoin de quelqu'un qui va venir pousser les lignes pour que les routes soient aussi arrangées en 4 jours. Donc je vous remercie. Thank you very much, Maurice Languipe. Merci beaucoup. You know, the youngest on the panel, who of course is not the least, he's just young age-wise, but not achievement-wise, because he is such a push-pull youth. He is a youth senator from the Littoral region. He is the president and founder of the Synergy Foundation and also the Secretary General of Africa Youth Union Commission, Cameroon. Mr. Edimomene Njo Bonakia Johnson. Now I have to say this. Please happen. You have exactly 5 minutes. It's up to you. Distinguished participants, ladies and gentlemen, welcome to the Pondy Foundation. Today, we are here to talk about a topic that is very important for our generation. And it is all about the role of young people in the transformation of Africa in our 21st century. Firstly, I would like to talk about the Pondy Foundation in a sense where it speaks to me in a particular manner. It is a foundation that is working towards relying on endogenous knowledge to build a sound future for Africa. What a wonderful slogan. Please, can we put our hands together for this slogan? The slogan says it all. It talks about relying on African tradition, on African traditional systems, on African traditional knowledge to make sure that we see the world, we see global perspective from an African view. It is important for our generation because we are the generation that is influenced by the Western world civilization. A generation that has lost its identity. And today, the Pondy Foundation is coming to give you back your African identity. We are talking about the role that we have to play in this 21st century. But many African leaders have talked about this generation in which we live. We had leaders like Kwame Nkrumah, leaders like Nelson Mandela, leaders like Thomas Sankara, who envisioned an Africa where we are the force of our continent. An Africa where we don't depend on Western world. An Africa that is free. An Africa where Africans are at the center of their future. And this is what the Pondy Foundation is bringing. To begin with the role we need to play, I would go on a very basic analysis. Because it is important to note that we are in a generation where leadership is now auto-proclaimed. That is, somebody stands in one day and says he is a leader. No, we don't become a leader by ourselves. We become a leader by the parcours, by what we go through, by the way our mentors define us. And this is the fundamental reason why the first thing the Pondy Foundation, with its founder and president, Professor Jean-Emmanuel Pondy, did is to invest in young people, in young leaders. And I'm very happy to see many young leaders today, and I'm telling you, this is where you need to tap knowledge to make sure that tomorrow, when you will be at positions of decision, you will be there to decide, not only for your country, but for the benefit of Africa. Secondly, talking about the role we need to play in this 21st century, it is a role of intergenerational discussion. I don't believe in ce qu'on appelle la rupture. Because many of these our political leaders come with, je viens avec le discours de rupture. Je viens pour changer le système. Je viens pour transformer l'eau en vin. Non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en cela. I believe in intergenerational discussion. I believe that a generation lives for the next generation to take over. I believe that
the older generation needs to prepare the future generation. This is what I believe. And I want each and every one of us present here to believe in the same. And that is why we are here. That is why the Pondy Foundation exists. Dear young leaders, distinguished participants, dear young people of Cameroon, please, let's leave what people say in quarters that le changement. Yes, we all need change, but are we ready for that change? We need to be ready for the change. And this is why we need to be here today to tap from the knowledge of what Professor Jean-Emmanuel Pondy, the president and founder, with all the distinguished members of the panel are giving us today, so that tomorrow we can aspire for a better Cameroon, a better Africa. Thank you for your kind attention. For those who may not know, la question ou alors l'affirmation qui est posée par la Pondy Foundation, c'est le rôle des jeunes dans la transformation de l'Afrique au XXIe siècle. Heureusement qu'il n'y a pas un point d'interrogation, parce que je pense que se demander quel est le rôle des jeunes en 2026, c'est comme se demander quel est le rôle des Africains pour l'Afrique. Parce que quand vous ne le savez pas, les jeunes de 0 à 30 ans représentent 70% de la population africaine. On est l'ultra-majorité. Ça veut dire que quand on dit qu'il n'y a pas les routes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas X, il n'y a pas Y, on s'adresse à nous-mêmes. On est les fautifs, les premiers fautifs. On ne peut pas accuser les minorités d'être les premiers fautifs, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, partant de ce postulat-là, je voudrais appeler aux jeunes. Moi, j'ai 23 ans, j'aime le dire, parce que c'est souvent très rare. Vous voyez qu'en plus, sur la table, je suis la seule femme. C'est un plaisir, c'est toujours un honneur. Peut-être même la plus jeune. Ça fait extrêmement plaisir d'être... Voilà, en plus, la plus jeune. Vraiment, appelez ça encore. Et quand je prends le micro et que je vous parle, c'est pour vous dire, pas que je suis meilleure que vous, mais que si à 23 ans, j'ai pu faire le petit chemin que j'ai parcouru, chacun de vous ici peut le faire. J'ai entendu parler du sceptisme, de la peur, X et Y. Je vais regrouper ça en un seul mot qui est le traumatisme. Nous sommes une génération de traumatisés qui s'ignorent. On a eu des parents qui ont vécu la guerre du Cameroun, parce que pour ceux qui le savent, le Cameroun a obtenu son indépendance dans la guerre, dans le sang, une guerre cachée pendant longtemps. Nos parents ont grandi en entendant leurs parents leur dire « Fuyez la politique. Tu fais la politique, tu vas mourir, tu vas aller en prison. » Moi aussi j'ai entendu ça comme vous. On a entendu aussi nos parents nous dire « Vraiment, ne parle pas des choses des grands, vraiment des histoires d'économie, tout ça, on ne veut pas entendre des sujets comme ça à la maison. » Et donc en grandissant, on s'est dit aussi, finalement, que ça ne nous concernait pas. Alors qu'on a tort. Si aujourd'hui on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, qui sont d'abord pour nous, parce que nos parents, ils sont en train de partir. Hein. Pour ça, on dit on l'aime beaucoup, mais je ne pense pas qu'ils seront encore là dans 50 ans. Même si je lui souhaite. Alors que vous avez beaucoup plus de chances d'être là dans 50 ans. Donc il s'agit de nous et pas des autres. Et dans ce cas-là, quel est notre rôle finalement? Moi, je voudrais demander qu'est-ce que vous voulez faire pour que vos enfants puissent grandir dans un meilleur Cameroun, dans une meilleure Afrique. Je dirais que pour répondre à cette question, il faut simplement se connaître. J'ai entendu ici mes aînés le dire. Quand je dis se connaître, c'est quoi? Je dis souvent que j'ai appris à être camerounaise en partant en France. Quand j'étais au Cameroun, je ne savais pas que j'étais camerounaise. Je ne réalisais pas c'est quoi être camerounaise. Une fois que vous sortez de chez vous, vous constatez à l'étranger que vous n'êtes pas eux. Vous n'avez qu'à habiter là-bas, ou même Mbappé disait récemment que quand il rate un bien, on l'appelle singe. Parce qu'il ne sera jamais français aux yeux des Français, vous ne serez jamais américain. Naissez, mourrez là-bas, c'est votre problème, vous ne serez jamais eux. Qui nous sommes? Moi, je suis Ivana Besséki. On commence dans ma tradition à d'abord dire le nom de ses arrière-grands-parents même pour se présenter, pas d'abord ma personne. Donc, je suis descendant de quelque part. Et lorsqu'on sait d'où on vient, on sait exactement où on va. Moi, je sais d'où je viens. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux ont souvent entendu quelques histoires à l'école, etc. Je ne vais pas répéter ça ici. Mais vous voyez à travers ces histoires-là que je suis conscient d'où je viens et je suis fier de m'affirmer. Et c'est ce que nous devons tous être en tant que jeunes. On ne pourra peut-être pas construire le Cameroun, on ne pourra peut-être pas voir le Cameroun, nous, à notre génération, qu'on a envie de voir, mais on pourra au moins laisser à nos enfants l'absence de traumatisme et surtout l'absence de complexe envers l'extérieur. C'est parce que l'Africain pense qu'il est inférieur aux autres qu'on est dans cette situation, rien d'autre. Quand nos parents, nos dirigeants signent des contrats qui sont à notre encontre, c'est parce qu'ils ont conscience quelque part où ils ont peur de se dire que le blanc, non, ils sont élevés, alors que pas du tout. Une fois que vous allez réussir à regarder le monde avec fierté, en affirmant vos cultures et vos valeurs, on aura accompli notre mission. Pour terminer, je dirais, comme dirait François Fanon, que chaque génération a une mission. Et il devient donc le devoir
de l'accomplir ou de la trahir. Je vous demande à vous, mes jeunes frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Allons-nous l'accomplir ou la trahir? I don't think that clap represents what she just said. We should clap like somebody who understood that wow. Je m'appelle Nyamsi Yoba, je suis journaliste et ma question s'adresse au professeur Jean-Emmanuel Bondy. Je vais poser une seule, parce que j'en avais plusieurs, mais pour ne pas monopoliser le micro, je vais poser une seule question, professeur. Peut-on parler de transformation de l'Afrique sans une prise de responsabilité politique, économique et intellectuelle accrue de la jeunesse? Nous avons de très belles idées, nous avons de très beaux projets, mais est-ce que sans une volonté politique, on peut finir par implémenter justement ces idées-là? La question va à M. Edimo Johnson, qui nous a parlé de relations intergénérationnelles, dont il parlait de discussion, je pense. Et je voulais lui demander, particulièrement son opinion, s'il pensait qu'à un moment, est-ce que les générations précédentes pourraient avoir contribué au manque d'engouement ou bien d'engagement de notre jeunesse, via peut-être des discours fatalistes, très pessimiste aussi des fois face aux réalités du Cameroun. I have about 2 or 3 questions. My first question goes on the theme of this conference. The theme of the conference is the role of young people in the transformation of Africa in the 21st century. The role of the young people in the transformation of Africa in the 21st century. And the Bondy Foundation is strongly rooted into, if I understand well, the transmission of cultural knowledge. And when we talk of cultural knowledge, I think there is also cultural identity. So my first question goes to Mr. Kopo. I remember so many years back, one morning I got up and I was going to school. And in the taxi, I could hear Situ Guamago. Je go chez les Watts pour qu'on fasse les dos, parce que la galère du gamin, moi-même tu know, tu boulot, mais où sont les dos? So, my question is, don't you think that your music, your song, was a message to the youth that there is no hope in Cameroon? La première question par rapport à la transformation de l'Afrique peut-elle se faire en mettant les jeunes hors de la sphère politique ou bien en n'étant pas des acteurs politiques? Je voudrais justement dire que nous devons arrêter l'obsession politique et chercher des voies de contournement. Quand la sphère politique n'est pas réceptive, ne reçoit pas favorablement un certain nombre d'idées, on ne doit pas s'arrêter là pour dire qu'on n'avance pas. Il faut chercher des voies de contournement. Et c'est à cela qu'on appelle donc la recherche d'une inspiration nouvelle. Je vous donne un exemple très simple. En 1952, 53, oui, je crois, Rosa Parks, qui était donc quelqu'un qui travaillait dans les services publics, dans le sud des États-Unis, elle est fatiguée, elle ne sort pas, elle ne va pas s'asseoir dans le bus, là où s'asseyent les Noirs derrière. Bon, c'est un événement, quelqu'un est fatigué, elle dit non, je ne le fais pas. Et elle va lancer un processus qui aura une finalité politique immense. Pourquoi? Parce qu'elle est au moment où elle le fait, il y a des acteurs qui sont volontaires. Martin Luther King Jr. n'est pas un politicien. Il n'a jamais été formé en politique.
Barthélemy, qui était aussi, ce sont les pasteurs de l'époque, ce sont des pasteurs baptistes, des pasteurs évangéliques, l'église évangélique, tout ça. Mais ils ont dit, nous sommes face à l'histoire et face à nos responsabilités. Nous allons les prendre. Ils ont donc fait ce qu'aucun gouverneur aux États-Unis n'a fait, ce qu'aucun chef de l'État n'a fait, ce qu'aucun sénateur n'a fait, ce qu'aucune personnalité politique n'a fait, c'est-à-dire la libération totale de 11% de la population des États-Unis d'Amérique. Ils l'ont réalisé, ils l'ont fait. Or, ce ne sont pas des politiciens, mais ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont le sens de la justice et qui ont le sens du devoir et de la responsabilité. C'est ce que je voudrais donc dire. Arrêtons de seulement dire que c'est les politiciens qui peuvent assumer des responsabilités politiques lourdes. Non. Un médecin peut le faire, un dentiste peut le faire, un juriste, un avocat peut le faire. Je pense qu'il s'agit d'une synergie et surtout d'une conscientisation. Voilà la réponse que je donne. Donc il ne faut pas essayer d'être dans un mode particulier ou dans un moule particulier. Je pense que tout est politique. Et c'est pour ça que la jeunesse africaine n'est pas une jeunesse comme on voit en Occident, où elle vient toujours pour contester ce que disent les vieux. C'est pas comme ça. Mais elle doit d'abord apprendre, et à un moment donné, il ne faut pas que ce moment soit trop long, bien sûr, à un moment donné, elle doit prendre les moyens. Et c'est pour ça que moi, je crois que nous devons nous poser la question de savoir que sera le Cameroun dans 50 ans. Qu'est-ce qu'il sera dans 100 ans? La ville de Yaoundé, dans 50 ans, va ressembler à quoi? Et c'est maintenant, aujourd'hui, en 2026, qu'on planifie la ville de Yaoundé de 50 dans 50 ans. C'est ça qu'on fait. On doit être surpris partout. Donc la jeunesse africaine doit comprendre qu'elle ne peut pas avancer si elle ne sait pas qui elle est, si elle ne sait pas d'où elle vient, et si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Ces trois choses sont absolument primordiales pour qu'on vous prenne au sérieux. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Je suis un citoyen du monde ». Je suis au regret de vous dire que c'est une expression que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes un citoyen du monde qui ne sait pas qui il est. On vous demande, est-ce que vous pouvez parler votre langue maternelle, ancestrale? Non. Est-ce que vous savez même qui est votre chef de la grand clan auquel vous appartenez? Non. L'avez-vous déjà rencontré? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, même si vous êtes à Yaoundé, en fait, rien que dans Yaoundé, bon, je le dis parce que j'ai écrit un livre dessus, le lac municipal, qui est un lac artificiel, il a été créé par qui? Je suis sûr que dans cette salle, s'il y a un qui peut me répondre, je vais applaudir les deux mains. Vous arrivez à des endroits, c'est incroyable. Donc on est intéressé, on est désintéressé, pas seulement par la politique, mais par ce qui nous environne. Et la question c'est pourquoi? Et je crois que c'est ça la vraie question. Pourquoi on est arrivé à être désintéressé quasiment partout? Parce que le système éducatif que nous avons n'est pas un système de questionnement. C'est un système où on récuse les personnes qui posent, entre guillemets, trop de questions. On voudrait des personnes qui sont des bons magnétophones, c'est-à-dire qui ont la capacité d'entendre, d'enregistrer et de répéter. Or, avec ce système, nous n'irons nulle part, parce qu'on n'aura pas la capacité de créer et de solutionner nos problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la conférence et des mathématiques. Parce que les mathématiques sont la base de toute connaissance scientifique. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour décourager les Africains à la chose mathématique. Et on envoie des gens ici qui prenaient des enseignants de mathématiques, mais à la limite, qui ne comprenaient pas les mathématiques. On a bien compris ça après. Donc, je voudrais terminer en disant que c'est pas seulement à la politique qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser absolument à tout. Il faut avoir un esprit inquisiteur, un esprit de questionnement, un esprit de remise en cause. Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé, oui, les vieux sont sur la table et tout ça. Mais en Afrique, ce n'est pas une insulte d'être vieux, non. En Afrique traditionnelle, c'est une bénédiction d'être vieux. Pourquoi? Parce que c'était les vieux qui étaient la bibliothèque humaine de toute la société. Donc c'est pour ça qu'on les respectait.
Il y a des vieux qui ne sont pas respectables. Hein. Il y a beaucoup de vieux qui sont effectivement respectables. Il y en a qui ne sont pas respectables parce que bon, dans leur comportement, ça n'appelle pas au respect. Donc, moi, je pense que c'est normal de vieillir. Alors, l'idée selon laquelle Forever Young, je crois que c'est une chanson, non? C'est la chanson la plus incompréhensible que j'ai entendue. I want to be forever young. Je dis, mais c'est une impossibilité biologique. Donc vous créez vous-même des problèmes qui sont insolubles parce que totalement contre nature. Donc, ce sont des lubies de l'Occident, cela. Mais c'est normal de naître, c'est normal de vieillir et c'est normal de mourir. Les Africains intègrent ça comme faisant partie de la normalité. Donc je voudrais terminer. Je voudrais seulement vous dire que, pour ma part, l'exemple que la tradition est dans la modernité a été ce qui s'est passé au Rwanda. En 1994, en avril 1994, sachez que, à la fin du génocide, il y avait 1 million de morts, mais il y avait 130 000 prisonniers. 130 000. Et selon l'approche occidentale, c'est-à-dire le procureur, l'avocat, le président du tribunal, etc., ça allait prendre 2 siècles, 200 ans, pour vider ce contentieux. 2 siècles. On a eu recours à quoi? Au gachacha, c'est-à-dire les tribunaux traditionnels. Et en moins de 3 ans, on a vidé ce contentieux de 130 000 cas. Et en disant, vous allez réparer le temps que vous avez créé. Vous allez reconstruire les maisons, vous allez résocialiser les enfants de ceux que vous avez tués, etc. Donc c'est une justice réparatrice qui correspond à notre culture, à nos us et coutumes et à notre sociologie politique et culturelle. Donc je veux dire que là, on a eu recours à ça. Si ça n'avait pas existé, le Rwanda serait encore dans le royaume aujourd'hui. J'étais au Rwanda il y a 2 ans. Ce n'est pas le pays le plus parfait, mais au Rwanda, tout fonctionne. Tout fonctionne. De l'électricité, aux services publics, à la fonction publique, aux hôpitaux. Tout fonctionne, je dis bien. Donc c'est possible et c'est faisable. Même chose pour le Botswana. Au Botswana, tout fonctionne. Donc il ne faut pas continuer à dire « Ah, c'est parce que c'est l'Afrique qu'on doit accepter tout et n'importe quoi ». Il faut que nous arrêtions cela et que nous mettions le cap sur l'excellence. C'est possible et c'est faisable. Et vous devez être les acteurs par qui cette révolution de l'excellence commence. Et voilà pourquoi notre fondation voudrait prendre les meilleurs, pas par mérite, pas par discrimination, mais parce que le mérite doit être récompensé, doit être reconnu et doit être en réalité appuyé et exalté. Voilà la réalité. Le professeur, moi j'ai eu la chance de lire un de ses ouvrages autour de l'histoire de Yaoundé. C'est-à-dire j'ai pu comprendre ce que c'est que l'hippodrome. Quelqu'un m'a volé ce ouvrage, je ne sais pas. C'est pas nouveau. J'ai prêté ça à quelqu'un et ensuite ça a disparu, peut-être pas à vider. Mais j'ai pu connaître ce que c'est que Yaoundé. J'ai pu avoir les histoires, je pense, c'était d'Ogbili, en fait, un certain nombre de quartiers, et tout ça, Loncac et tout. Et ça m'a donc permis de changer ma perception de la construction du monde. J'aurais même voulu reprendre la question de l'acte municipal, mais vraiment, je ne sais pas si c'était créé. C'est lui C'est lui qui a créé. Voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça prouve que j'ai lu ce livre. Ça fait plaisir. Et j'ai eu la chance de rencontrer Georges Kiakide. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il est mort. Non. Eh, depuis. 3-4 ans. On a enterré depuis. Merci. Je l'ai rencontré grâce au professeur Bouyemont de l'Estée. Et à son âme. Donc, vous allez vous rendre compte que justement, je n'avais pas l'information sur ce que Kiakides est parti. Parce que justement, généralement, dans notre contexte, on a peur de l'information. Ou alors, dans notre contexte, pour répondre à votre question, on n'a pas souvent la bonne information ou on ne sait pas quoi faire. Il y a un problème, comme il y a eu un problème d'éducation aux médias. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on éduque les gens, comment est-ce qu'on utilise Facebook, WhatsApp et tout ce qui va. Il faut une éducation financière. Et maintenant, pourquoi est-ce que les gens sont sceptiques? C'est parce que justement, on va se poser la question d'avoir, si je fais une transaction financière et que mon argent disparaît, je le plein de chèques. Mais il y a des aînés, vous allez leur dire, donne-moi l'argent, je mets dans mon compte, je vais bien là-bas. Il va dire, attends.
Et bien, regarde, là, vous, si la facture c'est 30 000, et maintenant vous payez l'argent, elle a disparu. Vous allez dire quoi? Que la transaction n'a pas marché. Il y a des moments où vous faites une transaction, et maintenant, vous envoyez 20 000, ça vous coûte 30 000. Après, on vous renvoie les 10 000 francs. Et moi, je parlais un jour avec le chef de la data Orange Cameroun qui me disait, ils subissent, je ne sais pas si c'est le bon chiffre, ils subissent pratiquement 1000 attaques par jour. C'est-à-dire, les gens attaquent pour prendre de l'argent dans vos portefeuilles. Mais non, parfois quand ça dérange, c'est seulement parce qu'ils sont en train de combattre ces attaques. Maintenant, quand ça dérange, c'est ce qu'on dit. Ils sont nuls, ils font rien, patati patata. Donc c'est ça notre contexte. Il y a un problème d'éducation financière. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que le processus derrière. Et comme ils ne comprennent pas le processus derrière, ils peuvent faire comment? Ils peuvent faire rejeter ça. Et moi j'ai eu une situation où dans un pays j'arrive et j'ai un supplément de bagages. En fait, je dois payer les bagages en plus. J'avais de l'argent chez moi, on me dit non, c'est pas possible. J'avais de l'argent en cash, on a refusé. On me dit, il faut que vous attendiez que tel service arrive et que vous fassiez comme ça. Donc, mon vol, c'est dans... si je reste ici, je vais pas démontrer. Ils s'en foutaient de si je reste dans le vol ou pas. C'était soit j'enlevais ma valise, je mettais ça de l'autre côté, ou alors je trouvais une solution. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné et j'ai fait comment? J'ai demandé à la personne qui était derrière moi, est-ce que je peux vous donner telle somme et vous payer par cas? La troisième personne a accepté. Parce que la personne partait en Afrique. Maintenant, si vous avez ce genre de règles dans notre contexte, les gens n'auront pas le choix. J'avais 3 questions qui se ressemblent un peu les unes et les autres. La première, est-ce qu'on fait vraiment confiance aux jeunes? On s'en mis dans les conversations juste pour faire beau. La deuxième, on parle des jeunes comme moteurs de transformation au XXIe siècle, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens. Donc quelle action peut être mise en œuvre pour permettre, et j'insiste sur le permettre, aux jeunes d'être véritablement les acteurs du changement, peu importe leur situation? Alors, moi j'ai un problème avec le mot permettre que j'ai souligné, parce que je pense qu'on ne nous permettra jamais. Personne n'a intérêt à ce que vous ayez l'opportunité, l'occasion, les moyens, personne. Les dirigeants qui sont là actuellement ont besoin de rester là, peu importe le pays, Cameroun, Congo. Là, vous voyez que nos présidents sont à 40 ans, 50 ans, ils ne vont pas laisser. Donc on ne vous permettra pas. La question c'est qu'est-ce que vous allez vous permettre? J'ai eu la chance, et je le dis toujours, de faire mes études en France, donc de voir notre monde, et de voir que notre monde est possible. Quand j'avais 18 ans, j'étais en 2e année d'université, j'avais un camarade de 19 ans qui s'est présenté aux élections législatives en France. Dans mon esprit, le Camerounais, c'était la folie. C'est quel jeune à 19 ans qui veut être député? Toi, je te prends pour qui? Moi, je viens du Cameroun et là-bas, tant que je n'ai pas de 50 ans, ça, c'est pas les rêves que je dois avoir. Et il a débloqué dans mon cerveau un schéma qui n'était pas possible parce qu'il s'est permis. D'ailleurs, les Français, souvent, quand ils vont vous envoyer un message pour X ou Y, ils vont vous donner un message. Je me permets de t'écrire pour te dire que. Non, il se permet. Dans ta vie, il se permet. Et c'est ce que les Camerounais doivent apprendre. On se permet sur Internet de répondre aux Ivoiriens, comme disait mon grand frère ici. On ne se permet pas assez de s'impliquer pour l'avenir de notre propre pays. Donc, non, n'attendez pas qu'on vous permette. Cherchez l'information. Permettez-vous d'ouvrir les portes qui sont possibles. J'étais récemment au Forum national de la jeunesse, organisé par le ministère de la Jeunesse au Palais des Congrès. Et je suis arrivée dans la salle, j'ai regardé la salle. J'avais l'âge de ma mère. Et c'est le Forum national de la jeunesse du Cameroun. J'en ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux où je demandais où sont les jeunes. Et on parlait là-bas de 30 milliards que le président a donné. On est ici assis, on attend qu'on nous permette. Alors qu'il y a 30 milliards dans les poches de quelqu'un, je ne sais pas où. Donc à partir de maintenant, vous avez l'information, allez déposer les dossiers. Demandez vos parts de 30 milliards là. Chacun prend ici 1 million, ça va avancer quelque chose. On a parlé des projets qui ont besoin de financement là, c'est comme ça qu'on va se permettre. Chercher l'information. La différence, vous avez dit, absence de moyens. Souvent, on me dit que je ne suis pas légitime de parler à la jeunesse camerounaise parce que, souvent les gens de Facebook là, parce que quand moi j'étais au Cameroun, j'étais au lycée français Fussel de Coulanges. Oui, la scolarité paye, ça coûte à peu près 3-4 millions. Donc si je peux me permettre ça, ça veut dire que j'avais quand même de quoi manger 3 fois par jour, je l'avoue. Mais seulement, il ne faut pas qu'on se mette dans un, dans un paramètre où, parce qu'on n'a pas l'argent, parce que mes parents ne sont pas si, parce que c'est faux. Mes parents ne font pas la politique. Ma mère n'a jamais eu le bac. Et pourtant, elle a tout fait pour que son enfant puisse avoir le minimum. Et elle m'a donné les conditions seulement de réussir à l'école. Et le reste, après, je me débrouille. Hein. Elle n'a jamais été d'accord pour que je fasse la politique au Cameroun. Je me suis permise. Donc, permettez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, il y avait une autre question. Alors,
comment faire face au syndrome de Stockholm avec les incubateurs comme la religion? The Stockholm syndrome. Moi, je pense qu'Internet est grand, les sujets de réflexion sont grands au Cameroun, et il faut choisir ses combats. Mon combat n'est pas la religion. Pas parce que je n'ai rien à dire contre les religions, mais parce que je considère que si je vais vous parler, dans la salle, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, vous tous, vous êtes quand même jeunes, et j'aimerais vous avoir dans ma cuvette, donc je vais éviter de tirer sur vos religions. Ça ne me sert pas pour le moment. Et je pense pas que ce soit le véritable problème du Cameroun actuellement. Le véritable problème du Cameroun actuellement, c'est, encore une fois, qui sommes-nous? Je vais prendre un exemple simple. Pendant longtemps, comme beaucoup de jeunes filles, j'avais l'impression que si je ne mettais pas de perruque, je n'étais pas belle. Je ne sortais pas de chez moi sans perruque, c'était pas possible. Ça n'a pas commencé comment? Même les tresses, je ne faisais plus. Mais qu'est-ce qui m'a programmé à me dire qu'il fallait que je mette la perruque pour sortir? Une perruque lisse en plus. Et pendant 2 ans, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait 2 ans, je ne mettais pas de perruque, pas de tresse. Parce que je voulais réapprendre à aimer ma personne, réapprendre à m'accepter. Et par ce geste qui peut paraître simple pour certains, je vais également aller lire l'histoire des cheveux. Et j'ai appris qu'il y a des femmes qui, pendant la période de colonisation, faisaient des coiffures en signe de protestation. J'ai appris que nos coiffures, en général, étaient utilisées pour transmettre des messages. Qu'il y avait des coiffures qu'on ne peut pas faire quand on n'était pas marié, quand on n'était pas d'une caste noble, etc., etc. J'ai appris aussi comment s'occuper de son cheveu. Ce sont des gestes qui peuvent paraître banals pour certains, mais qui sont réellement importants pour la construction d'une jeune africaine que je suis. Un environnement français, en l'occurrence. Donc, allez chercher qui vous êtes. Qui est le nom de ton arrière-grand-père? Je ne sais pas. Mais toi, tu ne veux pas te permettre, mais toi, tu veux attendre que l'État te... Non. Qui est le nom de ton arrière-grand-père? D'où vient ta famille? Moi, j'ai appris en cherchant dans mon arbre généalogique que je suis descendante double fois de 2 rois, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et tout s'explique par rapport à ma trajectoire. Je ne pouvais devenir que ce que je suis. Mais si je ne l'avais pas cherché, est-ce que je l'aurais su? Allez chercher vos histoires, allez chercher d'où vous venez pour savoir justement où est-ce que vous allez. Et enfin, permettez-vous une fois de plus. Merci. Great. I think we have one last question. Thank you very much.